Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Dans l'actualité ce soir ici aux États-Unis, toujours pas de relâche dans les manifestations commencées depuis le meurtre de George Floyd par un policier blanc. Des services commémoratifs en l'honneur de Floyd sont prévus aujourd'hui et demain à Houston. Dans ce journal, nous reviendrons au Cameroun sur le décès en prison de Samuel Ouazizi. Certains secteurs dénoncent un assassinat tandis que le pouvoir avance la thèse d'une maladie du journaliste. Nous écouterons quelques réactions. Nous irons à Addis Abeba en Éthiopie où la technologie révolutionne le secteur de la restauration. Une application permet désormais aux restaurants de pouvoir effectuer des livraisons à domicile. Une fois encore, bonsoir. Dans le monde entier, des manifestants se rassemblent contre le racisme et la brutalité policière. Près de 2 semaines après la mort de George Floyd, aux États-Unis, les manifestations se poursuivent alors même que se tiennent des services commémoratifs pour George Floyd en Caroline du Nord et l'organisation de ses funérailles au Texas. C'est un reportage de Fan Farabot. Le récit est signé Blanche Sano. Washington DC a accueilli l'une des plus grandes manifestations jamais vues contre le racisme dans le pays, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre locales et fédérales, appuyées par des troupes de la Garde nationale dans le but de veiller contre tout dérapage et d'éventuels actes de violence. Ce que nous avons vu la semaine dernière, c'était vraiment une ville hors de contrôle. Je suis heureux de dire qu'au cours des derniers jours, nous avons vu cette violence diminuer. Le secrétaire par intérim à la sécurité intérieure des États-Unis, Chad Wolf, attribue la diminution de la violence à la présence accrue de la sécurité dans les rues de la capitale fédérale. Nous continuerons à suivre la situation et nous réduirons le nombre de forces de l'ordre à DC au fur et à mesure que la violence va diminuer. Dimanche, le président Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné aux troupes de la Garde nationale à Washington de se retirer dû au fait que les manifestations devenaient pacifiques ces derniers jours. Mais le rôle des troupes pendant les troubles est devenu une question très controversée. Martin Dempsey, un général à la retraite, fait partie des nombreux anciens chefs militaires de haut niveau qui se sont prononcés contre le désir du président Trump d'augmenter la présence de l'armée dans les rues. Je me suis dit qu'étant donné les troubles, il y avait des risques que la relation entre les militaires en service et le peuple américain soit affectée négativement, donc je devais me prononcer. Le maire de Washington DC, Muriel Bowser, a envoyé une lettre au président Donald Trump demandant le retrait des forces militaires et des soldats de la Garde nationale de la ville de Washington. Elle pense que les tactiques utilisées par les forces de sécurité contre les manifestants près de la Maison-Blanche la semaine dernière ont contribué à galvaniser davantage la contestation. Ce que les Américains ont vu, c'est que les forces de police fédérales ont gazé des Américains qui marchaient pacifiquement. En réponse, ils ont clairement indiqué au président que les Américains exerceraient leurs droits en vertu du premier amendement de la Constitution qui les autorise à manifester de façon pacifique. Ce qui explique ce grand nombre de protestataires aujourd'hui. Alors que de grandes foules se rassemblaient pour protester dans de nombreuses villes américaines, d'autres groupes de personnes sont venus de part et d'autre en Caroline du Nord, l'État où est né George Floyd, pour assister à des services commémoratifs en son honneur. Dès que nous sommes arrivés sur les lieux, j'ai ressenti une vague d'émotion. J'ai eu envie de pleurer et en le voyant allongé là, j'ai prié simplement pour que Dieu bénisse son âme, pour qu'il soit en paix parce qu'il n'a pas eu la paix dans ces derniers moments ici sur terre. La famille et les amis de George Floyd se préparent à lui faire leurs derniers adieux lors des funérailles prévues cette semaine à Houston, au Texas. Également dans l'actualité ce soir, mais en France, le procès de l'ancien patron mondial de l'athlétisme Lamine Diack a démarré ce lundi à Paris. Il est jugé avec son fils et 4 acteurs présumés d'un pacte de corruption pour protéger des athlètes russes dopés. Lamine Diack encourt jusqu'à 10 ans de prison. Il est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.
Selon le parquet, il a mis en place une véritable organisation criminelle qui aurait permis de ralentir à partir de fin 2011 des procédures disciplinaires contre des athlètes russes dopés. Il devrait être interrogé sur les faits mercredi. Au Cameroun, les autorités ont fini par confirmer la mort du journaliste Samuel Ouazizi, porté disparu depuis le 2 août 2019, selon un communiqué du ministère de la Défense. Il avait été arrêté lors d'une opération de sécurité contre un groupe sécessionniste anglophone, une thèse réfutée par Reporters sans frontières et l'Union nationale des journalistes du Cameroun, qui demande aux autorités d'ouvrir une enquête sérieuse et indépendante pour faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la mort du journaliste. Plus de détails, une fois encore, avec Blanche Sanou. Selon des sources de presse, le journaliste camerounais Samuel Ouazizi était détenu au secret par des militaires. Sa mort a d'abord été révélée par la chaîne de télévision privée camerounaise Equinox TV. Le syndicat national des journalistes camerounais l'a par la suite confirmé, ainsi qu'une source militaire très proche du dossier. Selon un communiqué récent du ministère de la Défense, Samuel Ouazizi est décédé le 17 août 2019 des suites d'une maladie et non d'actes de torture. Aussitôt, le syndicat national des journalistes camerounais ainsi que des associations de défense des droits de l'homme ont réagi en demandant aux autorités de faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la mort du journaliste. Nous avons des exigences particulières. Nous demandons au gouvernement de nous dire le lieu de sa mort, le jour de sa mort, les circonstances de sa mort et qu'on nous remette le corps à sa famille. Donc ça, c'est les éléments qui ont été mis en avant. On a mis sur pied le collectif Justice for Ouazizi. Il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé et que ceux qui l'ont assassiné, en réalité il s'agit d'un assassinat déguisé, ceux qui l'ont assassiné doivent payer devant la justice. Ça, c'est ce que nous réclamons pour le moment. Le présentateur de la chaîne régionale CMTV avait été arrêté le 2 août 2019 à Boua, dans la région du sud-ouest anglophone, pour avoir critiqué la gestion par le gouvernement d'une révolte séparatiste. Depuis ces jours, ni les proches ni les avocats du journaliste n'ont eu de nouvelles de lui. Bien avant l'annonce officielle du gouvernement, RSF avait déclaré que la mort de Ouazizi avait été confirmée par deux sources, dont le chef du syndicat national des journalistes camerounais, tandis qu'un officier supérieur de l'armée avait annoncé que le journaliste était malade sans donner aucun autre détail. Pour Reporters sans frontières, la mort du journaliste Ouazizi est le pire crime contre un journaliste au cours des 10 dernières années en Afrique. Et on n'a pas fini de parler de ces milliers de Maliens qui se sont rassemblés vendredi à la place de l'Indépendance à Bamako pour répondre à l'appel d'une coalition d'hommes politiques, des religieux et de la société civile menée notamment par l'imam Mahmoud Dicko. Ce meeting géant avait pour objectif principal de demander au président Ibrahim Boubacar Keïta de rendre sa démission, idem pour le gouvernement. La manifestation de vendredi est la plus grande depuis celle que l'imam Dicko avait organisée en avril 2019 et qui avait entraîné la démission du premier ministre d'alors, Soumelou Boubé Maïga. Élu en 2013 et réélu en 2018 pour 5 ans, le président Keïta est, selon l'opposition, soutenu par plusieurs puissances occidentales qui saluent notamment son engagement ferme dans la lutte contre la violence djihadiste. En Afrique du Sud, les élèves de 7e et 12e année ont repris le chemin de l'école ce vendredi. Un retour progressif qui s'effectue en fonction de la levée des mesures de restriction imposées pour empêcher la propagation du coronavirus. Au lycée Winnie Mandela de Tembisa et Koureleni, au moins 234 élèves ont ainsi pu retrouver leur salle de classe pour la première fois depuis le 18 mars. Depuis l'enregistrement de son premier cas de coronavirus le 5 mars, l'Afrique du Sud a signalé près de 46 000 cas d'infection et 952 décès. Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté ces dernières semaines, atteignant parfois 1000 par jour. La pandémie du nouveau coronavirus qui a fait à ce jour au moins 403 000 morts dans le monde. Plus de 7 millions de cas d'infection ont également et officiellement été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Au Sénégal, des milliers d'éleveurs nomades Peuls sont bloqués dans la région de Louga, où ils se trouvent depuis le début de cette pandémie.
Les restrictions imposées par le gouvernement pour lutter contre le nouveau coronavirus ont coïncidé avec les mois les plus durs de la saison sèche, entre manque de pâturage pour les animaux et absence de marché où vendre les bétails. Les éleveurs de Louga ne savent plus à quel sens se vouer. Yacouba Ouedraogo. Des dizaines de bovins pénètrent dans le village pour leur seule boisson d'eau de la journée. Les bergers se succèdent. Bientôt, ils parcourront des kilomètres à travers le semi-désert du nord du Sénégal à la recherche de jeunes plantes qui commencent à se faire rares. Les bergers craignent pour la survie de leur bétail. J'ai peur parce qu'il n'y a plus d'herbe et si je reste ici beaucoup plus longtemps, mon bétail pourrait mourir. Je dois donc partir. C'est la seule façon de sauver ce qui reste. Ma seule solution est la transhumance. Cet éleveur de 56 ans fait partie des milliers de bergers peuls nomades qui sont coincés dans la région de Lunga, dans le nord du Sénégal, depuis le début de cette pandémie. Habituellement, ils se déplaçaient avec leur bétail du nord vers le sud, au fur et à mesure que les pâturages s'assèchent, avant de faire le chemin inverse avec les pluies d'été. Mais la limitation des mouvements imposés par le gouvernement pour lutter contre le nouveau coronavirus complique la situation de ces habitués de la transhumance, obligés de vendre leur bétail à vil prix pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Tout a changé depuis les mesures prises contre le coronavirus. Le commerce n'a pas lieu, tout le monde doit rester dans sa propre zone, tout est bloqué et les prix baissent. Nous vendons le bétail à moitié prix. Prendre le peu d'argent qu'offrent les rares acheteurs locaux, car le gouvernement a interdit les grands marchés en raison des craintes de contamination. Ces marchés hebdomadaires qui pouvaient attirer des commerçants jusqu'à Dakar constituent pourtant le poumon économique de la région. Pour aider les éleveurs, les autorités distribuent des aliments pour animaux et leur permettent de vendre du bétail en petit nombre, mais ce n'est pas suffisant. Tout l'argent gagné est dépensé pour l'alimentation animale et quelques sacs de riz pour la famille. Avec la restriction des activités, ils se retrouvent sans revenus parce qu'ils n'ont pas cette habitude d'épargne, ils n'ont pas cette habitude de bancarisation. Et ce qui fait que quand il y a des restrictions, il n'y a pas de marché de bétail, il n'y a pas de possibilité de vendre le troupeau, ils se retrouvent sans réserve financière. Et ça, c'est ce qui pose les problèmes, surtout dans cette période de crise de Covid-19. En attendant de meilleurs lendemains, beaucoup de peuls à Lunga se sont tournés vers le Dolorange en dernier recours pour fournir à leur bétail de quoi brouter. Cette réserve s'étend sur 87 500 hectares et est entourée d'un mur de béton. Au moins, ils espèrent voir leurs animaux bien dodus dans l'espoir d'obtenir de meilleurs prix à la vente lorsque les grands marchés rouvriront. Toujours à propos du nouveau coronavirus, l'Agence européenne des médicaments annonce ce lundi avoir reçu une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnel dans l'Union européenne de l'antiviral Remdesivir pour le traitement de la maladie Covid-19. L'évaluation des avantages et des risques du Remdesivir sera réalisée dans un délai réduit et un avis pourrait être émis dans quelques semaines en fonction de la solidité des données soumises et de la nécessité ou non de fournir des informations supplémentaires pour étayer l'évaluation, précise l'agence. Ici aux États-Unis, l'Agence de contrôle des médicaments, FDA, a autorisé le 1er mai dernier l'utilisation en urgence du Remdesivir dans les hôpitaux, suivi par le Japon, tandis que l'Europe envisage une décision similaire. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Comme chaque lundi, c'est l'heure de vous proposer notre segment Afrotech. Et c'est avec Arzouma Compaoré. Arzouma, vous allez nous parler ce soir, entre autres, de la tech au Sénégal. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus sur Afrotech. Aujourd'hui, nous allons au Sénégal pour rencontrer M. Mohamedou Mbeng. Il est le CIO, donc le PDG de la compagnie GT Technologies. Et c'est un des acteurs assez actifs au niveau de l'écosystème tech du Sénégal. Et justement, nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur cette partie du continent qui bouge de plus en plus en matière de technologie. Alors, Mohamedou Mbeng, si vous devez jeter un regard sur l'univers tech au Sénégal, quelle analyse vous pouvez faire? L'analyse, c'est que nous avons démarré très tôt, mais quand nous évaluons l'impact de cette transformation au niveau économique et social, nous nous rendons simplement compte que les usagers restent sur leur faim. Ils restent sur leur faim parce que toutes les procédures ne sont pas encore digitalisées, même s'il y a des efforts considérables, des initiatives réussies, notamment la télédemande d'autorisation de construire. Sur les concours d'entrée, il y en a plusieurs qui sont dématérialisés. Il y a ces 2 dernières années également des initiatives avec l'ADER, l'entrepreneuriat rapide, qui accompagne les startups. Donc cela bouge beaucoup. Le Sénégal est un excellent labo, mais nous tardons à voir cette transition concrètement s'opérer dans tous les secteurs d'activité. En décembre dernier, le Sénégal a acté une loi, la loi sur les startups. Vous pensez qu'aujourd'hui, le Sénégal a tout ce qu'il faut pour devenir le leader incontesté en matière de nouvelles technologies, en tout cas dans la sous-région? En tout cas, les bases sont là. C'était une étape cruciale dans les efforts qui sont fournis depuis un certain temps pour faire du Sénégal une Startup Nation. Cette loi a été bien accueillie parce qu'elle vient renforcer le statut de start-up. Elle vient faciliter la vie des startups, surtout sur les 2 premières années. Et au-delà de ce fait, c'est amener les autorités à prendre conscience de ce statut et à les intégrer dans la commande publique. Qu'est-ce qui fait la force de l'innovateur sénégalais aujourd'hui? C'est quoi? Je pense que c'est la capacité, avec très peu de moyens, à aller trouver des solutions qui sont parfois inespérées et à pitcher le projet. Ils savent convaincre déjà aussi bien les utilisateurs que les investisseurs. Après, c'est le goût du business. Donc, le Sénégalais a par essence goût de faire du business, donc vendre des chaussures quand on est étudiant ou faire du développement à côté quand on est dans une entreprise. Donc, je pense que c'est le tout cumulé qui fait qu'aujourd'hui, ces innovateurs-là, ils ont soif, non seulement d'apporter des solutions, mais surtout de rayonner. C'est peut-être aussi une difficulté aussi d'atteindre souvent un monde rural qui est assez difficile à convaincre, à amener, à éduquer peut-être, non? Oui, ça c'est clair, c'est une contrainte. Mais pour moi, il s'agit d'une opportunité. Il s'agit d'une opportunité inédite pour que nos innovateurs, nos entrepreneurs, mais accompagnés par les États, puissent créer des produits de chez nous qui demain vont s'exporter à coup sûr. Vous y croyez-vous aux cyber-paysans sénégalais? Mais j'y crois fortement parce qu'il y a déjà des entrepreneurs qui se sont lancés à cela, notamment Baïsedo, Toussal, il y en a d'autres, il y en a bien d'autres qui aujourd'hui essaient de promouvoir par les technologies le retour à la terre. Et cela marche tant bien que mal. Maintenant, il faut que l'État puisse appuyer. Il s'agit d'accompagner les populations rurales pour créer leurs propres solutions parce qu'elles sont plus à même d'appréhender les problématiques auxquelles elles font face, mais également elles ont la sensibilité par rapport à comment elles veulent se positionner. Et aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est accompagner les différentes organisations à débloquer leur potentiel de croissance.
Monsieur Mohamedou, merci beaucoup pour cet entretien. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur possible. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, c'est ici que se referme cette page tech de la semaine. Je vous dis à lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Merci Arzouma Compaoré. On reste avec la tech qui a de beaux jours devant elle en Éthiopie. Suite à la propagation du nouveau coronavirus, les Éthiopiens sont passés aux livraisons à domicile. Maintenant, plus jamais, ils commandent de la nourriture livrée via une application mobile. Grâce à Deliver Addis, une start-up éthiopienne, les restaurants peuvent atteindre leur clientèle. Pour la petite entreprise qui était en difficulté avant la pandémie, les nombreuses commandes ont véritablement changé la donne. Aujourd'hui, elle emploie 50 personnes, dont 30 livreurs, qui bravent les embouteillages de la capitale. Plus de précisions avec Dili Diko. Dans une banlieue d'Addis Abeba, Enoch Girma dirige une entreprise de communication de sa véranda. Avec la pandémie de Covid-19, il n'est plus possible de manger dans un restaurant, donc les plats à emporter sont devenus la nouvelle norme. Aujourd'hui, Enoch a commandé de la nourriture mexicaine via l'application Deliver Addis. Beaucoup de choses ont changé depuis le début de la pandémie de coronavirus. Mais en ce qui concerne le fait de pouvoir travailler de la maison, dans un environnement sûr, et de pouvoir commander à manger ce que je veux, l'application a vraiment rendu cet aspect beaucoup plus facile à gérer. Avec la pandémie, de nombreuses entreprises éthiopiennes ont du mal à rester ouvertes. Mais Deliver Addis, la toute première entreprise de livraison de nourriture à domicile en Éthiopie, a su tirer son épingle du jeu. Fondée en 2015 par Feleg Tsegaye, un américano-éthiopien, la start-up est parvenue à embaucher plus de personnel pendant la crise pour faire face à la forte demande. Auparavant, nous mesurions l'efficacité par le nombre de commandes transmises par le livreur. Aujourd'hui, même si le nombre de chauffeurs a considérablement augmenté, nous avons maintenu ce critère. La prochaine étape pour nous consiste à nous développer davantage, à étendre nos activités, à recruter plus de personnes, et nous ne pensons pas que cela va s'arrêter de sitôt. L'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence le 8 avril pour freiner la pandémie de coronavirus. Les mesures de confinement ont changé le quotidien de Selamawit, une mère de 3 enfants et propriétaire de restaurant, peinant à payer ses factures. Notre activité a ralenti du jour au lendemain et ne représentait que 10% de ce qu'elle était avant la pandémie. Peu après avoir rejoint Deliver Addis, nous étions déjà sur le point de le faire, mais nous avons accéléré la procédure. Les choses ont changé et l'application nous aide à maintenir notre restaurant à flot. Les employés de Deliver Addis se sentent investis d'une mission importante, aider les restaurants en difficulté et apporter de la nourriture aux habitants de la capitale éthiopienne. Allons à présent au Zimbabwe, dans le district rural de Wedza, où une nouvelle moto électrique permet aux femmes de gagner un revenu pendant la période de confinement et d'alléger le fardeau de la prise en charge de leur famille. Plus de précisions, une fois de plus, avec Dili Diko. Ce 3 roues, connu sous le nom de Amba, alimenté par une batterie chargée à l'énergie solaire, est un projet de la start-up Mobility for Africa qui loue ses motos à des femmes par groupe de 5 au maximum. Cette moto Amba m'a permis de faciliter le transport des patients entre l'hôpital et la clinique. Nous avons maintenant moins de femmes enceintes qui accouchent à la maison, faute de transport comme c'était le cas auparavant. Le Amba permet à cette infirmière de transporter en moyenne 4 personnes par jour vers la clinique et de collecter des médicaments pour les patients. Au-delà de l'aspect médical, la moto électrique a changé le quotidien de ces femmes. Les femmes dans les zones rurales ont la responsabilité de porter le bois de chauffage, d'aller chercher de l'eau à boire, d'emmener les enfants à l'école. Dans le cadre du projet, nous avons vu que nous devions alléger le fardeau des femmes. Nous avons donc commencé à faire des tests avec des femmes pour voir si grâce à cette moto, elles arrivaient à être plus productives, à économiser du temps et à accroître leurs revenus.
Les femmes peuvent désormais transporter des produits agricoles vers des marchés éloignés, offrir des services de transport aux villageois et utiliser la moto pour les tâches domestiques. Nous avions l'habitude de porter du bois de chauffage sur la tête sur de très longues distances d'au moins 2 km. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile car ce tricycle nous a débarrassés de la charge. La coordinatrice du projet Amba a déclaré que les femmes payent 15 $ par mois, par groupe, pour louer le Amba. La moto a une portée maximale de 100 km. Changer la batterie coûte entre 50 centimes et 1 $ et les batteries sont chargées dans une station alimentée par le solaire. Nous allons donc vendre la moto à ceux qui ont les moyens de l'acheter. Mais en même temps, nous continuerons à faire de la location, car si nous ne le faisions pas, à quoi ressemblerait l'avenir de ces femmes rurales sans Amba? Mobility for Africa en est maintenant à la deuxième phase du projet pilote. L'étape suivante sera la commercialisation. Le Amba est assemblé à Harare avec des kits fabriqués en Chine et sera vendu au prix de 1 500 $. Et c'est la fin de ce journal, toujours réalisé en mode confinement. Merci pour votre fidélité à VOA. مثلا هكا